Wesh les frérots, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un peu éclataque, j'ai un peu la grippe, chose que j'ai dû choper dans le début de la semaine. Mais le chapitre One Piece 1070 vient de sortir. Si tu veux lire le chapitre directement, tu me suis sur Twitter et tu vas sur la page de Maizé qui a traduit le chapitre pour son site Manga Moins, et il y a pas mal de nouvelles choses que j'avais peut-être pas compris en lisant le résumé complet ou en lisant les spoils et qui m'ont apparu beaucoup plus clairs maintenant que j'ai lu ce chapitre. Donc on va faire un petit bilan de ce chapitre 1070 qui sonne un petit peu comme le dernier chapitre ou la fin de cet arc de Eggs Id. Tout d'abord, la confrontation entre Rob Lucci et Monkey D. Luffy, avec une chose qui m'a paru beaucoup plus évidente à la lecture de ce chapitre-là, c'est que Rob Lucci n'essaye pas d'affronter Luffy, il essaye, tant bien que mal, coup après coup, de blesser, voire tuer Sentomaru pour récupérer le contrôle des Séraphins, qui pour lui est la stratégie pour pouvoir un petit peu stopper l'avancée et de Monkey D. Luffy et la fuite du docteur Vegapunk. Donc dans ce combat, on ne peut pas dire qu'il n'a pas réussi à toucher Monkey D. Luffy, même si c'était les éléments qui m'étaient reportés depuis le début de semaine, puisque ça n'a jamais été son objectif. Et donc on pourra difficilement, suite à ce combat, prouver le niveau de force de Rob Lucci, même si celui-ci a éveillé son fruit, qui paraît partiellement puissant, que c'est une bonne chose que Luffy continue à avoir des adversaires puissants, même s'ils le deviennent par des coups de baguette magique à coup d'éveil de fruits du démon. J'achète, je prends, puisque le danger principal qu'on puisse avoir avec cette transformation de Luffy en modèle Ito Itonomi, modèle Nika, c'est qu'il n'ait plus d'adversaire à sa hauteur, et pour la suite du récit, ça risque d'être un petit peu compliqué, donc j'achète, je prends. Au niveau de la mise en scène, je la trouve quand même assez bordélique, notamment quand Luffy fait un tourbillon sur lui-même et qui se rentre dans lui-même sous le sol, ou alors le coup qu'il tente de mettre dans ce chapitre-là à Rob Lucci alors que celui-ci essaye de finir Sentomaru. Je sais pas si c'est un coup de poing, je sais pas si c'est un coup de pied, il lui effleure le visage, je crois, c'est assez brouillon. Faire du combat dans des cases aussi serrées, aussi blindées, comme habitude de le faire Eiichiro Oda, avec un personnage qui est cartoonesque, ça rend le tout très indigeste. Moi j'aimais bien le début de One Piece, on avait des cases pleines, avec des yeux blancs, des gerbes de sang qui sortent de la bouche, de l'impact. Même si on en a habilement dans ce chapitre avec une belle technique, hein, Luffy qui se sert un petit peu du toboggan comme d'une corde dans un ring pour pouvoir se propulser, attaquer Rob Lucci. Je trouve que c'est une utilisation assez finaux de son fruit du démon. Le fait aussi quand il sort de la terre pour pouvoir essayer de bouffer Rob Lucci, ça rappelle la fois où il a essayé de bouffer Crocodile. C'est pas la première fois que Luffy essaye de bouffer des adversaires. En plus, ça rappelle que le côté cartoonesque vient quand même de très loin et qu'il n'a pas seulement été inventé pour le personnage de Nika. On est au courant, merci de me l'avoir dit et répété sur Twitter et dans les commentaires, bien sûr. Donc, assez mitigé sur l'utilisation de cette forme pour ce moment de l'histoire. On voit en plus qu'à la fin, il a quand même ce contre-coup, cette contrepartie où il devient vieux comme un pruneau sec, manquant d'énergie, de puissance et de jeunesse, mais ça reste que quelques pages, puisqu'après il retrouve très rapidement sa forme initiale. Mais c'est pas le point culminant de cet arc, bien sûr, le combat où le power-up du personnage principal et l'étude de la puissance de chacun, puisqu'on attendait depuis très longtemps des révélations sur le fruit du démon. Ils ont été faits partiellement. On a eu un début, je dirais, d'histoire concernant un début de réponse concernant l'origine des fruits du démon, mi-explication scientifique, mi-explication ésotérique. Elle reste quand même assez floue, je vais pas vous la répéter ici parce qu'on en a parlé durant les 5 ou 6 dernières vidéos de One Piece. Et là, on a un petit peu une définition de l'étendue de ce que peut faire le Dr Vegapunk. Et la chose qui me paraît hyper pertinente à dire à ce niveau-là, c'est que Dr Vegapunk cherche une puissance inépuisable pour sauver un petit peu la civilisation. Et je trouve ça très intéressant qu'il ne puisse pas finalement copier les Logia, parce que si on m'aurait dit qu'il était capable de copier les Logia, alors il aurait été capable de créer une énergie infinie, puisqu'il aurait été capable de recréer le fruit d'Enner ou le fruit d'Ace ou n'importe quel fruit, je dirais, élémentaire, qui pourrait servir finalement d'énergie. Ace ou Enner peuvent produire de l'énergie avec leur fruit du démon de manière illimitée, donc c'est bien de l'avoir de, je dirais, de la connivence.
C'est bien qu'il ait j'arrive plus à trouver mes mots, mais en fait c'est bien fait. Je trouve que l'explication s'embrique bien, s'emboîte bien dans le reste des explications que nous a donné le docteur Vegapunk. C'est ce qui le bloque. Très certainement que quand il réussira à copier les logas, il sera capable de créer l'énergie dont il a besoin. La question in fine, comme j'ai déjà dit en premier dans mes anciennes vidéos, c'est très certainement Nika qui a créé les fruits du démon tels qu'ils existent aujourd'hui, qui a permis aux humains de se dépasser, se mettant à dos mère nature bien sûr et l'océan. Donc Nika serait finalement la clé de cette énergie infinie, pas de lui-même, mais par rapport aux fruits du démon qu'il aurait concédé à la race humaine. On est encore dans le transhumanisme puisque le titre de ce chapitre c'est les humains les plus forts et que le docteur Vegapunk ne se cache pas de nous délivrer une information qui va très certainement faire jaser tous les bandeurs de puissance, c'est-à-dire les séraphimes seraient les humains les plus puissants. On comprend un petit peu leur efficacité. Il nous a encore rappelé que ce ne sont que des enfants et que très certainement quand ils vont prendre une forme d'adulte ça va être un sacré bordel. On apprend également qu'ils peuvent donc avoir les fruits du démon de certains personnages qu'on a rencontrés dans le passé, puisque ceux-ci ne sont pas obligés de mourir grâce au sang vert développé par le docteur Vegapunk. On apprend que Pink est en prison. Impel Down, voilà. C'est logique, voilà. Le fait de ne pas reproduire les logias et que le docteur Vegapunk soit à la recherche d'une énergie infinie, c'est logique. Et j'aime bien quand One Piece, c'est logique. Donc, les Mugiwara vont récupérer le docteur Vegapunk. Quelle va être la suite? J'en avais déjà parlé dans ma vidéo de la semaine dernière. Moi, je vois le déroulé suivant. Kizaru arrive comme une menace. Kizaru arrive, je ne sais pas pourquoi il prend le bateau puisqu'il peut se déplacer à la vitesse de la lumière. Mais pour l'instant, il est sur le bateau pour Oda, hein, pour qu'il puisse faire un cliffhanger. Soyons francs. Il va très certainement débarquer la semaine prochaine sur l'île d'Ex-Id, mais quel camp va-t-il choisir? Parce que d'un côté, il va très certainement devoir stopper les Mugiwara et le docteur Vegapunk, puisque c'est l'ordre qui lui a été confié par la marine. Mais d'un autre côté, t'as quand même le CP0, le Luffy, toute la clique qui ont quasi assassiné Sentomaru, puisqu'on ne le voit pas, on le voit perdre connaissance. Mais là, s'ils ont réussi à récupérer les Séraphins, il est peut-être mort. Et que va dire le cher Kizaru quand il va voir que son neveu est mort? Il va peut-être se vénère. Moi en tout cas c'est ce que j'aurais fait. Jusqu'à où va la fidélité du personnage de Kizaru? Peut-être le personnage qu'on connaît le moins, parce que voilà, au niveau fidélité on avait quand même certaines informations sur Aokiji qui n'hésitait pas à transgresser la justice, un peu trop stoïque, de la marine. On l'a vu notamment sur Urarats. Et on avait de l'autre côté Akainu qui lui ne recule devant rien pour imposer sa propre vision de la justice. Où se trouve Kizaru? Certainement entre les deux, mais à quel degré, j'ai envie de dire. Puisque le troisième, Green Bull, s'est mangé la plus grosse défaite qu'un amiral puisse se manger depuis le début du manga. Mais ce qu'on a appris, c'est surtout un fan inconditionnel d'Akainu, donc il faut peut-être que le troisième soit un peu plus souple. À vous de me dire, est-ce qu'il va se mettre du côté des Mugiwara pour se venger de Sentomaru ou est-ce qu'il va attaquer les Mugiwara? S'il décide d'attaquer les Mugiwara, la porte de sortie qui a été teasée depuis maintenant quelques chapitres et quelques semaines, c'est bien sûr ce cher Bartholomew Kuma qui a la possibilité de déplacer un petit peu le vaisseau des Mugiwara et n'importe qui. Mais faut pas oublier que la marine a aussi un Kuma. Bah ouais. Petite parenthèse aussi, on a vu que le Séraphim Boa Hancock était quand même attaché à Monkey D. Luffy. C'est une information à prendre. Est-ce que l'amour de Boa Hancock est finalement lié à son fruit du démon? Est-ce que c'est pour cela que Barbe Noire voulait le récupérer? Est-ce qu'on aurait quelque chose de logique dans l'attaque d'Amazon Lily par Barbe Noire? Parce que jusqu'ici, je ne trouve pas la logique de cet acte-là. Mais là, on a peut-être quelque chose. Voilà, voilou. Est-ce que Barbe Noire aurait aussi, d'une manière ou d'une autre, juste pris le sang de Barbe Blanche pour récupérer son fruit du démon? Voilà, on a peut-être des débuts de réponse avec cette histoire de sang vert. Mais tout ça pour dire que on va très certainement avoir, si Kuma récupère l'équipage de Chapeau de Paille et le ramène sur Queue d'Étrave. Alors oui, Queue d'Étrave c'est hyper loin, c'est loin de leur route, mais bon.
le temps d'une halte et d'un repositionnement stratégique, à savoir où est-ce qu'ils vont aller. Est-ce qu'ils vont finalement aller à Elbaf? À la Elbaf, pourquoi? Parce que le docteur, pourquoi faire? Puisque le docteur Vegapunk a déjà lu tous les livres d'Elbaf et les a mis dans son cerveau. Cerveau qui reste à Exid et qui semble être protégé par une barrière. À quel point cette barrière est tenace? Parce que c'est bien efficace et gentil de récupérer le docteur Vegapunk, mais si toute sa pensée reste à Exid, ça sert à rien de s'enfuir. Voilà, ma petite analyse sur son pseudo-cerveau internet. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ce joli chapitre. On se retrouve après les fêtes, je crois, pour le 1071 et l'arrivée de Kizaru contre Luffy. De Kizaru contre Dragon, peut-être, hein, si Kuma amène les chapeaux de paille et que Seraphim Kuma amène Kizaru, on pourrait peut-être avoir cet affrontement que nous tease Oda depuis un certain nombre de jours. Je vous souhaite une bonne journée, rétablissez-vous bien, abonnez-vous à la chaîne si vous avez envie, et ciao bye bye les gars.